très heureux d'être avec vous ce soir pour, avec le docteur Marc Belaïch, vous parler de bioactifs innovants en nutrition pédiatrique, soutien au développement du système immunitaire. Alors ces bioactifs, vous allez voir, ce pas des bioactifs qui sont inventés, c'est des bioactifs qui existent. Et on va essayer donc de parler de deux sujets qui sont différents, mais vous allez voir un peu complémentaires. D'une part, la lactopontine, qui est un peptide fonctionnel du lait, et puis les HMO, qui sont les oligosaccharides du lait maternel, et leur rôle dans l'immunité. Donc une protéine inédite inspirée du lait maternel, et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant un quart d'heure à peu près, un quart d'heure, 20 minutes, puis après on aura 10 bonnes minutes de discussion, et même on peut prolonger de quelques instants puisqu'on est les tout derniers. Donc vous connaissez bien sûr l'importance du lait pour la croissance de l'enfant, c'est même pas la peine de le redire, et notamment des protéines du lait, mais c'est vrai que quand on parle des protéines laitières, on parle souvent de leur intérêt sur la croissance par leur apport en protéines, et puis on parle souvent aussi de la spécificité des acides aminés, toujours dans les fonctions classiques de croissance et de développement des enfants. Mais il y a aussi dans les protéines du lait ce qu'on appelle les peptides, des peptides bioactifs ou des peptides fonctionnels, c'est à peu près la même chose, et qui font déborder en fait le rôle des protéines au-delà des fonctions classiques importantes pour les apports en énergie et surtout pour la croissance. Donc le lait maternel, comme le lait de tous les mammifères, est un aliment d'une complexité inouïe et qui en fait la spécificité irremplaçable, comme chacun le sait. Alors, que sont les peptides bioactifs? En fait, tous les aliments sources de protéines contiennent des peptides bioactifs qui sont des séquences spécifiques des protéines natives et qu'on retrouve donc dans tous les aliments protidiques. Mais le lait a une particularité, c'est qu'il en contient vraiment beaucoup, du fait de son importance dans le début du développement des petits de l'homme, de la femme. Et on en connaît toute une série, des peptides opioïdes, des phosphopeptides, des peptides antihypertenseurs et d'autres immunomodulateurs dérivés de la lactoferrine, dont vous connaissez l'importance des facteurs de croissance. Et donc, tous ces peptides fonctionnels se posent la question depuis longtemps, depuis toujours, puisqu'il en existe beaucoup, qui sont des fractions de caséine ou de lactoglobuline. D'abord, ils sont ingérés, mais est-ce qu'ils ne sont pas détruits par les différentes étapes de la digestion, notamment gastrique? Et effectivement, pour que leur rôle soit quand même supposé, il faut qu'on les retrouve dans la lumière gastro-intestinale, et notamment dans l'intestin. Il faut qu'ils passent la barrière intestinale, et ensuite, il faut qu'ils passent dans le sang, et éventuellement passer la barrière hémato-encéphalique pour certains d'entre eux. Et donc la lactopontine, qui est en fait l'ostéopontine du lait, puisque initialement elle a été retrouvée dans la matrice osseuse en 1985, et c'est pour ça qu'elle a tiré son nom de cette présence dans l'os, ostéopontine. Puis ensuite on l'a identifiée dans le lait maternel, et elle a été dénommée lactopontine, et ensuite en 93 dans le lait bovin, puis dans le lait de tous les mammifères, notamment des ruminants. Et donc, cette lactopontine est une protéine aux fonctions tout à fait multiples qu'on va essayer de voir brièvement, qui est présente, comme vous le voyez, à des niveaux qui sont 10 fois plus importants que dans le lait de vache. Et donc, c'est une spécificité. Et elle représente 2,1% des protéines du lait maternel. C'est quand même quelque chose qui est très important. Dans les formules infantiles, eh bien, sa présence est extrêmement faible, ce qui se conçoit tout à fait. Cette lactopontine, ou ostéopontine du lait, donc, est une glycoprotéine qui sera modifiée au niveau post-traductionnel avec des phosphorylations, des glycosylations qui vont lui conférer des spécificités. Et ce qui est important et nouveau, et c'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui, c'est que le FSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, a approuvé son ajout dans les formules infantiles premier, deuxième âge et troisième âge en mars 2023, et donc elle peut être rajoutée dans le lait, dans les formules infantiles. L'autre caractéristique, c'est que cette lactopontine a des teneurs qui varient selon le stade de la lactation, avec des concentrations, des concentrations qui sont extrêmement élevés sur le lait du colostrum,
ici dans cette étude à 178 mg, et puis ensuite vous voyez que ça diminue à la deuxième semaine, puis ensuite premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, et à 6 mois, on est à un niveau qui est presque 4 fois plus bas environ. Et donc le fait que ça diminue beaucoup, et surtout que ça soit très élevé dans le colostrum, suggère quand même que c'est un rôle important qui ensuite a été l'objet de très nombreuses études. Comme vous allez le voir, je vais en faire une petite synthèse. Alors, cette lactopontine du lait humain, ou lactopontine tout court, est-elle proche de la lactopontine du lait bovin? Oui, elle est proche, elle est très proche, avec une similarité dans les sites de phosphorylation, de glycosylation, de sites de liaison aux intégrines, de sites de coupure protéolytique, et sur la chaîne d'acides aminés, elles sont identiques pour 182 acides aminés, tandis que 44 résidus sont différents. De sorte qu'il y a 75% de similarité entre les deux protéines, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont probablement exactement identiques, mais comme la teneur est très différente, l'effet est sans doute lié à cette teneur très très différente entre les deux, parce qu'il y a une spécificité bien sûr de l'espèce humaine. Alors la question est de savoir, bien sûr, est-ce que cette lactopontine parvient au niveau du tube digestif? Oui, parce qu'elle est en partie résistante à l'action des enzymes digestives. Vous savez, c'est quelque chose qui est souvent discuté parce que les peptides fonctionnels peuvent avoir des tas d'effets, mais voilà, il faut qu'on les retrouve quand même dans la circulation. Comme elle est résistante, elle peut ensuite être absorbée. Et elle est absorbée avec une lactopontine entière, mais aussi des fragments larges de lactopontine qu'on retrouve donc dans la circulation. Donc ça, c'est une donnée tout à fait importante. Voilà. La plupart des travaux ont été menés par des chercheurs de Scandinavie. C'est assez amusant de le constater. Alors, quelle est sa fonction? Quelles sont ses fonctions plutôt, puisqu'il y a de nombreuses fonctions? Comme vous le voyez, c'est donc à des teneurs 10 fois plus élevées, je l'ai déjà dit. On estime qu'il y a au moins les trois fonctions qui figurent ici: transporteur de calcium et d'autres ions divalents. C'est partagé avec d'autres structures du lait maternel. Un élément dans la réponse immunitaire innée en tant qu'opsonine, c'est-à-dire qu'elle va permettre de marquer en quelque sorte des bactéries qui vont ensuite être éliminées par les macrophages. Et puis, elle joue aussi le rôle de cytokine qui émet des signaux dans le tractus et ensuite peut éventuellement passer dans le sang et émettre d'autres signaux. Il y a d'autres effets qui sont extrêmement intéressants, qui sont ici à nouveau des données in vitro, qui concernent l'inflammation intestinale. Et vous voyez donc sur cette étude, il y a le contrôle en gris sur le graphique. En rouge, c'est l'administration d'une substance agressive pour la barrière intestinale, avec donc des lésions intestinales qui se forment. Et puis ensuite, en vert, c'est la lactoferrine. Et ensuite, en orange, c'est le whey, c'est-à-dire le lactosérum. Et enfin, vous voyez que lorsque la lactopontine est administrée, eh bien, il y a une restauration des lésions intestinales inflammatoires qui ont été créées par le cytomix. Sur le graphique du bas, ce qui est très intéressant, c'est l'augmentation de l'expression de la claudine 3, qui est en fait... la claudine fait partie des boutons pression, on pourrait dire les choses ainsi, qui permettent de maintenir la barrière intestinale hermétique et donc de s'opposer à ce qu'on appelle aujourd'hui le leaky gut, c'est-à-dire un intestin perméable. Et ceci explique sans doute, enfin pourrait expliquer, parce qu'il n'y a pas encore de preuve définitive, compte tenu de leur rôle, du rôle de la lactoprotéine dans l'inflammation intestinale et d'autre part dans la perméabilité intestinale, que le lait maternel est probablement protecteur via la lactopontine, peut-être d'autres mécanismes, vis-à-vis de l'entérocolite nécrosante néonatale, qui est une maladie extrêmement grave que vous connaissez. Et donc il y a une restauration de ces protéines de jonction, dont la claudine 3.
D'autres études ont été faites, et cette fois-ci, c'est intéressant, c'est en liaison avec le fucosilactose, qui est donc un oligosaccharide du lait, le 2'-FL, vis-à-vis de la dermatite atopique, qui est une maladie donc, du nouveau-né et du nourrisson, très courante. Et on sait que cette dermatite atopique est associée à une élévation des IgE sériques et à une infiltration des cellules immunitaires. Et dans ce modèle expérimental chez la souris, les souris ont été exposées par voie cutanée à une substance agressive qui s'appelle DNCB, et ensuite ont été soumis à une alimentation qui apportait soit une solution saline, soit le 2'-FL, soit la lactopontine, soit les deux, lactopontine et fucosilactose. Et donc, dans ce modèle, eh bien, il a pu être démontré que la lactopontine, mais aussi le fucosilactose, mais encore plus en synergie, les deux associés, amélioraient l'inflammation cutanée de type dermatite atopique chez la souris qui avait été soumise à cette administration toxique de DNCB. Donc, un élément aussi intéressant. Ensuite, il y a des études cliniques qui ont été menées, et j'en rapporterai 3, donc, qui sont intéressantes. Une étude d'observation d'abord, qui a regardé les paramètres anthropométriques chez le nouveau-né jusqu'à 3 mois d'allaitement, chez 85 mères turques, et les admissions à l'hôpital. Ils ont mesuré la concentration en lactopontine dans le lait maternel de ces femmes, et ils ont observé une relation inverse, statistiquement significative, entre la concentration de lactopontine dans le lait de ces femmes et l'admission à l'hôpital pour fièvre. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. Bien sûr, il n'y a pas de causalité qui peut être démontrée sur une simple étude d'observation, donc il faut être prudent, mais il est possible que la lactopontine contribue à cet état infectieux, à la survenue de syndromes infectieux. C'est possible. Et donc, d'autres études ont été menées, notamment cette étude clinique d'intervention, qui est tout à fait intéressante aussi, qui est une étude randomisée, contrôlée, double aveugle chez le nourrisson, qui a reçu soit l'allaitement exclusif, soit la formule standard, donc la formule infantile, soit des formules plus ou moins enrichies à 65 mg ou 130 mg de lactopontine par litre. Et vous voyez que dans cette étude, eh bien, il y a, en fonction de la concentration en lactopontine dans les formules infantiles, une diminution du TNF-alpha, une diminution de l'interleukine 10, et puis une moindre survenue d'épisodes infectieux, de fièvre notamment, par rapport au contrôle. Bien sûr, à un niveau moins important que dans le lait maternel, qui est quand même le summum en quelque sorte. Mais vous voyez donc un effet tout à fait intéressant de cette administration d'une formule enrichie en lactopontine. Enfin, une dernière étude, qui est aussi une étude clinique d'intervention, qui a été menée chez des enfants de 1, 4 et 6 mois, qui ont reçu donc soit une formule infantile classique, F0, soit une formule toujours la même à 65 ou à 130 mg par litre, soit BF, qui est breast milk, donc le lait maternel, et il a été mesuré donc un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, et vous voyez donc qu'il y a une augmentation tout à fait significative de l'interleukine 2 par rapport à la formule infantile de base, qui est identique d'ailleurs aux concentrations qui sont observées pour le breast milk, le lait maternel. Et puis, d'autre part, le gène qui est responsable de l'expression, qui est responsable de l'ILF2, qui est le facteur de transcription nécessaire pour l'expression de l'IL2, a lui-même été augmenté, et l'expression de l'ILF2 a augmenté, et expliquerait donc cet effet sur l'immunité. Donc toute une série de données qui sont encourageantes, qui sont intéressantes, et qui justifient sans doute que le FSA ait donné son autorisation pour rajouter ce peptide fonctionnel naturel
que l'on trouve dans les laits des mammifères. Et donc les conclusions sont les suivantes. La lactopontine est une protéine bioactive, un peptide bioactif qui représente 2% des protéines du lait maternel. Son niveau est beaucoup plus faible dans les laits de vache et dans les préparations pour nourrissons. Probablement rajoutée dans les formules infantiles, elle contribue à combler le fossé entre les maternelles et les formules, mais il n'y a pas que la lactopontine, il y a aussi les HMO, on va en parler. Et puis, on a observé des effets bénéfiques sur l'immunité, sur l'intégrité de la barrière intestinale, sur le microbiote et sur la réduction des processus inflammatoires. Et donc, c'est un peptide qui est promis, à mon avis, à des travaux supplémentaires et à un intérêt de la part des professionnels de santé, des pédiatres, des sages-femmes et finalement du corps médical. Voilà. Merci de votre attention.